parler de l'évolution mentale. L'évolution mentale, c'est quelque chose que l'homme connaît depuis très longtemps. Il y a eu des grands initiateurs dans le passé. On peut citer des gens comme Zoroastre, Bouddha, Lao Tzu, Épicure, des livres aussi, comme le Tao Te Ching, qui montrent ce que ces grands maîtres ont pu réaliser. Et puis il y a aussi des gens, notamment beaucoup d'inconnus qui ont cheminé dans cette voie. Il y a même plus proche de nous des personnages qui ont marqué leur temps, comme Henri Bento par exemple. Par contre, il y a également des thèses qui sont contradictoires, qui nient cette possibilité-là. Des thèses qui sont fondées sur des positions de principe, des a priori qui sont faux, qui ne sont pas avérés du tout, ou alors sur des mythes, comme par exemple le mythe que l'homme, même un gentil sauvage, fait à l'image d'un dieu. Alors bien sûr, comme il est fait à l'image d'un dieu, il ne peut pas évoluer, puisque il ne peut pas nier l'image que Dieu lui a donnée, bien sûr. Ça n'a pas de sens. Donc, ce qui fait que la philosophie a beaucoup dans le déni de l'évolution mentale. Elle considère que l'homme est quelque chose d'immuable et elle utilise cette immuabilité, ce qui est une erreur. Alors, qu'est-ce que c'est que l'évolution mentale? Eh bien, il faut savoir qu'au départ, l'homme est un animal, on va dire, comme les autres, et pas tout à fait comme les autres. Comme les autres parce qu'il possède comme tous les animaux un corps biologique, que son corps à peu près. Il n'y a pas beaucoup de différences avec les grands singes, dont il est issu. Il y a des différences, on va dire, génétiques de l'ordre de 8%, c'est 1,23, je crois. Pas plus. Je crois qu'il y a un spécialiste biologiste qui a calculé ça, c'est très très peu. Donc c'est peu de choses. Par contre, l'homme, dans son comportement, il apparaît comme ayant été quand même assez différent. Qu'est-ce qui est différent déjà entre l'homme? Il s'est passé quelque chose. Mais cette chose qui s'est passée, n'est pas génétique du tout. Génétiquement, on a dit qu'il y a peu de différence. Ce qui s'est passé, c'est deux choses. Deux choses sur le plan mental, pas physique. Première chose sur le plan mental, c'est que l'homme est le seul premier animal qui a conscience de son ignorance. Et là, ça a une grosse différence. Parce qu'au lieu de suivre bêtement ses instincts, il a conscience de cette ignorance et conscience de son incapacité, conscience de ses lacunes. Et cette conscience de ses lacunes le pousse à dépasser ses lacunes. Ça, c'est le gros moteur qui a fait toute cette évolution, on va dire, qui apparaît physique, mais qui est aussi mentale. Deuxième chose, à côté de cette ignorance, c'est le fait qu'il y a eu un basculement dans la dominance, j'appelle moi la dominance des fonctions, de deux fonctions mentales. La première fonction, qui était autrefois au service de, c'est la fonction volontaire, le libre arbitre, qui est faible chez l'animal. L'animal est gouverné par des instincts. Son libre arbitre intervient uniquement comme en procédure, mais parce que c'est nécessaire pour pouvoir choisir. L'animal est obligé de choisir, par exemple, entre deux fruits, le meilleur des deux, ou des choses comme ça. Mais c'est fondamentalement une autre fonction qui décide pour lui. La fonction affective, qui va lui... Parce que ce sont ses émotions qui vont décider qu'il va choisir tel fruit ou tel autre. C'est pas vraiment le libre arbitre avec l'aide de sa fonction analytique. Ça fonctionne non, tout à fait différent chez un animal et chez nous. Mais la différence est assez faible en fait. C'est un basculement entre... C'est très peu de choses. Entre deux fonctions, c'est un basculement de hiérarchie entre deux. Et voilà ce qui s'est passé. Ça s'est passé quand? Sans doute un peu progressivement, au cours de périodes très longues, qui dureraient peut-être plusieurs millions d'années, dans les hominiens qui ont précédé notre espèce. Avec notre espèce, c'est avec 150 000 ans. Et puis même au niveau de notre espèce, pendant très longtemps, c'est resté un peu léthargique. Ça fait guère que depuis 10 000 ans que l'homme a, même pas 7 000 ans, on va dire, 10 000, 9 000, 7 000, à partir du moment où les premiers hommes ont quitté leur état, on va dire, de tribus, on va dire, de tribus nomades, chasseurs-cueilleurs, pour qu'ils deviennent agriculteurs. C'est quand ils sont devenus agriculteurs qu'ils ont commencé à s'interroger quel était le meilleur moyen pour cultiver, pour avoir les meilleurs rendements, les meilleures récoltes. Ils ont commencé à domestiquer les animaux pour s'en servir, pour se nourrir, bien sûr.
Voilà, et pour s'aider, comme le chien, par exemple, qui est un des premiers animaux domestiqués, parce que le chien permettait à l'homme de se défendre contre les bêtes sauvages, etc. Voilà. Donc, il y a un cheminement qui a commencé il y a assez peu de temps, qui va montrer comment l'homme, il n'a pas simplement, il s'est pas simplement intéressé à son physique, mais aussi à développer ses capacités mentales, à commencer par le langage, à commencer par l'apprentissage de ses fonctions analytiques, qui a commencé par des degrés successifs, a commencé à appréhender les nombres, les mathématiques, les formes, à trouver une logique là-dedans, la logique bien sûr, ainsi de suite. Avoir une réflexion sur lui-même et sur sa société à vouloir. Bien sûr, ça s'est aussi accompagné de domination, d'exploitation abusive, et ça continue encore aujourd'hui. Alors donc, ce qui est spécifique, qui est spécifique, différent spécifique entre l'homme et l'animal, si c'est pas l'homme, quand même animal, mais spécifique, c'est qu'à sa naissance, le petit bébé d'homme, il est on va dire, dans un état très néoténique. Ça veut dire, on va dire, il n'est pas complet, il n'est pas terminé. On va dire, au niveau physique, il est relativement bien terminé, il reste à croissance, mais comme tous les animaux, bon, quoi que sa croissance, elle est plus longue, puisque bon, le petit chat, on l'espère aussi, la vie, c'est plus long. Le petit chat, peut-être, il arrive à sa croissance adulte, on va dire, adulte est capable de se reproduire au bout de seulement au maximum un an, même pas, hein, je ne vais pas connaissance des chats, mais c'est assez rapide. Par contre, l'homme, ça met des années. Hein. Le petit enfant, il commence à devenir pubère et tout ça 12-13 ans, et puis il devient vraiment adulte. On sait qu'il a la maturité adulte, peut-être elle est vers 22, 23, 25 ans maximum, et puis après, la biologie commence à se dégrader lentement. Donc voilà, il y a une différence là, une sorte de retard. Alors ce retard n'est pas simplement physique, c'est que mentalement l'homme, il n'a pas la puissance. Pour lui, c'est une dimension complètement nouvelle, hein, la maîtrise de son esprit, la maîtrise mentale, pour lui, c'est une dimension totalement nouvelle. Et donc cette dimension nouvelle, il n'a pas au départ, il n'a pas les techniques qui lui permettent de découvrir et de maîtriser ce qu'il faut faire. Pour lui, ça reste tout un espace, un ensemble de choses qu'il doit apprendre, non seulement apprendre, mais qu'il doit d'abord découvrir et construire. De l'impression qu'il a appris à découvrir, à construire dans le monde physique, comment se débrouiller pour augmenter ses rendements en agriculture, comment se débrouiller pour faire des machines, des outils, des machines. Et aujourd'hui, on va faire des voitures, des avions, enfin, beaucoup de choses. Aussi beaucoup de nuisances aussi, malheureusement. La bombe atomique, les centrales nucléaires qui produisent beaucoup de déchets, enfin vous savez, ça c'est le problème de la technologie, mais au niveau mental, l'homme en manque encore d'avoir découvert la technologie adéquate, qui lui permet de gravir, d'une part, les différentes étapes qui vont mener à une première grande étape que j'appelle l'ataraxie, mais ça ne s'arrête pas là, ça se continue. Et donc il n'a pas encore découvert ces techniques. Bon, c'est des techniques que moi je propose à mon propre niveau. C'est pas les seuls. Seul avantage, parce que grâce donc, à un modèle de fonction mentale, un modèle d'esprit humain, grâce aussi à des techniques d'introspection qui dépassent, qu'on connaît jusqu'à présent, qui ont dépassé, qui offrent donc des moyens efficaces pour aller juste aux profondeurs de la réalité mentale, aux profondeurs de nos structures, pour pouvoir les modifier et donc gravir ces étapes. Alors bien sûr, gravir ces étapes, ça veut dire que c'est en contradiction totale avec le physicalisme, puisque pour le physicalisme, il n'y a que le cerveau qui compte. Le cerveau, maintenant, il ne peut pas, lui, évoluer. Il ne peut pas évoluer, puisque lui, il est déterminé par les gènes qu'il a reçus à sa naissance. Et toutes ces structures sont génétiques. Il ne peut pas lui-même transformer sa génétique. Par contre, mentalement, on peut non pas transformer le cerveau, mais transformer toute la structure, une structure mentale, pour faire évoluer une structure mentale, pour dépasser l'état néoténique de naissance, et par degrés successifs, atteindre des niveaux supérieurs qui nous permettent d'accéder à des facultés que la plupart des hommes ne connaissent pas. Ignorer de notre culture, hein, non enseigné, ni à l'université, ni dans d'autres endroits, même parmi les grandes écoles philosophiques, souvent c'est des techniques complètement ignorées. Voilà.
Voilà ce qu'on peut dire de l'évolution mentale. Alors bien sûr, cette évolution mentale, elle mène, on va dire, après quand même un assez long parcours, c'est quand même un degré assez élevé, à l'ataraxie. L'ataraxie, c'est un état, on va dire, d'un motif de conscience permanent, de félicité, qui présente pas mal d'avantages. Le premier avantage, bien sûr, c'est l'absence de stress, d'émotion, qui nous permet d'être pertinent en toutes circonstances. Ensuite, il va y avoir davantage de la santé, puisque à partir du moment où on ne stresse plus, le cerveau il ne reçoit plus de problèmes, il ne reçoit plus de problèmes de notre mental, de notre esprit. Donc il souffre plus de névralgie, par exemple, il n'y aura plus ce qu'on appelle les migraines, les maux de tête, ça n'existe plus. Il y aura moins besoin de dormir, pourquoi? Parce que simplement il y aura moins besoin de récupérer, moins besoin de temps pour éliminer les toxines qui seront accumulées à la période de veille. Ça, c'est un autre avantage. Ensuite, le corps, il ne reçoit plus le stress. Vous savez, quand les différentes émotions nous impactent. Alors, plus ou moins selon la force de l'émotion. Ça peut être de la joie, c'est aussi un impact qui peut apparaître émotionnellement positif, jouissif, on va dire, plaisant, mais au niveau du corps, c'est aussi malfaisant que ce qu'on va éprouver pour la colère ou la peur ou l'angoisse. Ça sera pareil, ça va la toxine dans le corps, etc. Ça va provoquer des problèmes au niveau biologique. Des problèmes qui peuvent être très graves, puisqu'ils peuvent provoquer du cancer. On sait que le cancer, en partie, est des causes psychologiques et pas des causes physiques. C'est facile à démontrer. Il y a 1000 exemples qui le montrent. Donc là, physiquement également, c'est tout à fait une autre façon de vivre, un autre avantage. Bien sûr, on prend un interaction, la relation entre son esprit et son corps, totalement différente, puisque encore on se sent plus léger. Et puis il y a tas de choses qu'on n'arrive pas à expliquer. En quelque sorte, une pertinence en quelque sorte, une capacité à résoudre des problèmes qu'on n'arrive pas à expliquer, mais qui nous est facilité. Et aussi le fait qu'on pense, pas seulement moi, mais que les gens à ce niveau peuvent penser hors du langage, en holistique, c'est-à-dire en ayant la perception de dizaines de paramètres en même temps, et ces paramètres, chacun de ces paramètres, on a encore une dizaine on peut plus facilement trouver des solutions parce qu'en fait on a accès par lever comme ça à des millions de paramètres. Alors que la pensée linéaire, normale, elle est sinueuse et elle est perturbée à la fois par la syntaxe, la syntaxe par ce qu'on appelle alors il y a aussi l'aspect, la multivalence du sens, le manque de relateur, il y a tout un tas de problèmes qui sont liés, et des paradoxes qui sont liés au langage, qui ne servent pas à penser, mais malgré tout, quand on a que ça, on pense avec ça. Et c'est malheureux parce que quand on pense avec ça, on n'arrive pas à trouver aussi facilement des solutions convenables à nos problèmes, en particulier les problèmes psychologiques. Donc voilà, je ne ferai terminer. Évidemment, il y a des facultés, on peut développer des facultés. Au cours de cette évolution mentale, on peut développer des facultés ignorées des hommes. Il y a des facultés, on va dire, que connaissent les autistes, certains autistes, par exemple, les Asperger. Des facultés comme par exemple le calcul rapide, les facilités au niveau de la mémoire, les langues, ça c'est tout ça. Il y a aussi le fait qu'on peut utiliser le réussi pour faire un tas de trucs, pour produire, créer, imaginer des tableaux, peindre des poèmes, écrire, un tas de choses. Donc ça, ce sont des capacités que la plupart des hommes n'ont pas conscience. Pas tous, je ne dis pas tous, mais beaucoup n'ont pas conscience des facultés que cette évolution souveraine nous apporte. Condition d'abord d'y croire. Condition aussi de croire que nous on existe. Parce que nous on existe hors du monde physique. On existe ailleurs. Pas simplement ici, moi je dis ici parce qu'il veut bien en quelque sorte représenter quelque chose. Mais on n'est pas ici, on est ailleurs. Et on n'est surtout pas un cerveau qui lui est on va dire, un serviteur qui va nous informer de ce qui se passe à l'extérieur du monde,
et jusqu'à associer notre corps, et nous dire, écoute, petit copain là-haut, là, tu peux pas m'aider un peu, on a un problème. Oui, oui, viens, te dis, oui, dis-nous ce qu'il faut faire. Puis qu'il résout beaucoup de choses, lui, puis alors il applique ce qu'on va lui dire. Hein. Je prends toujours l'exemple, bon, du bleu qu'on sait. Ah, on dit, allez, non, on fait plus ça. Tu t'es craché comme un idiot là par terre là. Fais un peu attention, tu marches. Fais un peu attention, petit là-haut. Fais un peu attention, tu marches. Hein, sois prudent. Ça, c'est un des arguments majeurs. Pourquoi que le cerveau nous dit nous fait souffrir comme ça? Parce qu'il a quelque chose à nous dire, sinon on n'existait pas en dehors de lui. Il n'aurait pas à nous dire, il n'a pas, le cerveau n'a pas à dire à lui-même, il y a un problème, il sait qu'il y a un problème. S'il nous le dit, par une douleur par exemple, c'est bien qu'il faut qu'on dise à quelqu'un d'extérieur à lui, donc il faut bien qu'on existe, non physiquement et non pas physiquement. Voilà, bon, j'en ai à peu près, j'ai fait à peu près le tour de ce problème, on peut en dire beaucoup, on peut parler encore beaucoup d'ataraxie, qui est un état merveilleux, mais bon, tant qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on ne le vit pas, bon, on ne peut pas vraiment imaginer ce que c'est. Et on peut trouver un peu décevant de plus avoir d'émotion, c'est pas ça du tout, bien sûr, c'est pas du tout. Seulement une minute, à connaître une minute, et ça vous serez convaincu que c'est un état extraordinaire, il faut surtout ne pas s'empêcher, ne pas s'interdire de le connaître et de le vivre en permanence. Voilà. Bon, ben, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette petite entrevue, cette petite conférence, cette petite vidéo vous a plu. Et puis je vous dis bonsoir et à bientôt.